Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Donc je vous présente Marian. Tout à fait. Bonjour à tous, bonjour Karine. Je te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Marian. Je suis tombé un peu dans la marmite des jeux quand j'étais petit. C'était dans les années 80. J'ai pas eu la période où on redécouvre le jeu parce qu'en fait, moi, j'ai jamais arrêté. Étudiant, je faisais partie de clubs jeux, d'associations de jeux d'étudiants. Et puis, j'ai continué à jouer avec des groupes d'amis. J'ai découvert pas mal de festivals et notamment Paris Ludique, que j'ai rejoint, je crois que c'était à la deuxième année d'existence du festival. Ça a duré, ça fait plus de 10 ans. Voilà. Par ailleurs, dans ma vie de joueur, au-delà de jouer, j'ai fait pas mal de choses. J'ai testé des protos, j'avais une association de tests de protos qui s'appelait les Protos Ludiques, avec pas mal de Parisiens. Et puis, j'en ai même fait mon boulot, puisque aujourd'hui, je m'occupe d'une boutique qui s'appelle Parkage. D'accord. Et du coup, quel a été ton parcours? Est-ce que tu as fait des études et tu as dû travailler dans un autre boulot pour en terminer là? Oui, alors j'ai fait des études qui n'ont strictement rien à voir avec le jeu. Moi, j'ai fait des études dans une école de commerce spécialisée dans les télécoms. Donc, j'ai eu une première carrière dans l'informatique, l'informatique décisionnelle, puis l'informatique industrielle. Sur le coup, rien à voir. Mais comme voilà, moi, je suis passionné par et les jeux et ce milieu et les gens qui le composent, j'ai fait plein de choses à titre bénévole pour des copains, pour ci, pour ça. Ce qui a fait qu'un jour, voilà, on m'a poussé une annonce d'un job qui n'avait rien à voir avec mon job, mais qui pouvait me plaire. Et la preuve, c'est que voilà, j'ai été pris et que je m'y plais. Ok, super. Tant mieux parce que tu en avais marre de ton travail et t'es atterri dans le monde du jeu ou comment ça s'est passé? J'avais pas mal fait le tour de mon boulot. Faut se le dire, un peu moins besoin d'argent qu'avant, parce que voilà, le monde du jeu n'est pas le monde qui paye le plus. C'est pas les métiers qui payent le plus au monde. Donc, je pouvais me permettre, voilà, d'accepter un salaire un peu moindre pour prendre du plaisir dans mon boulot. Ok. Et du coup, le boulot que tu fais actuellement, il est situé où? Alors, je suis à cheval entre plein de trucs. On a deux boutiques physiques, une à Paris dans le 5e, une à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône, et puis on a un gros site web dont l'entrepôt est à Torcy. Donc, je navigue un peu, surtout entre Paris et Torcy. La boutique existe depuis 1999, donc je suis loin de l'avoir créée. Initialement, elle s'occupait surtout du jeu de cartes à collectionner, qui sont une autre forme de jeu. Mais ça faisait quelques années que voilà, la boutique se développait sur le jeu de société, qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui s'occupe voilà, plus spécifiquement des jeux dans la boutique, ce qu'on appelle les jeux de société classiques probablement dans les gens qui regardent cette chaîne. Comment je me suis retrouvé dans cette boutique à quelque part développer une activité qui était embryonnaire. Ok. Donc, tu es conseiller vendeur dans la boutique ou qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je suis parfois dans la boutique, mais c'est pas l'essentiel de mon activité. Le gros de mon activité, c'est plutôt de coordonner tout ça, d'approvisionner voilà, la boutique, les boutiques et le site en jeu, de m'assurer que les références sont bien créées, de m'assurer que les marchandises sont bien réceptionnées, que les colis partent à temps. Voilà, plein de choses à faire dans ce domaine-là. Ok. Du coup, tu es un peu le responsable ou comment on peut... Oui. Ouais. Ouais, sur la partie jeux de société, c'est alors, j'ai le meilleur intitulé de poste de toute ma vie. Je suis responsable jeux de société. Oh! C'est vrai que c'est beau, hein, payer à jouer ou payer à conseiller à Alors, jouer. malheureusement, je fais un boulot où je ne vois que des boîtes fermées. C'est un peu le drame de ma vie, c'est qu'il y a des tonnes de boîtes partout et elles sont toutes cellophanées et on les ouvre pas et on joue pas avec. Ah mince, vous pouvez pas les tester entre les collègues? Alors, évidemment, voilà, dans l'entrepôt, il y a quand même plutôt des joueurs et même quasiment que des joueurs. Donc, oui, entre midi et deux ou en soirée, voilà. Il y a les deux grandes catégories, il y a les joueurs de TCG, les ludistes, et puis ça se mélange un peu tout ça. Là, vous travaillez, hein? Et du coup, vous êtes beaucoup dans la boutique? On est 26, je crois, au total dans la société, ouais. Ok. Et donc, tu as commencé à travailler dans la boutique et tu as découvert PEL ou comment ça s'est passé? Alors non, j'étais à PEL bien avant. Bien avant. C'est même plutôt mes expériences passées de bénévole, que ce soit au Protoludique, à PEL et d'autres, qui m'ont servi à avoir mon boulot. C'est dans ce sens-là que ça s'est passé. PEL, ça fait plus de 10 ans que je suis bénévole à PEL. Ouais.
Ok. Alors, comment tu as fait pour découvrir PEL? Et ben, comme souvent dans ces cas-là, j'ai vu une annonce, il y avait un festival de jeux, je me dis, bah, c'est cool un week-end à jouer, ça va être sympa. Donc j'y suis allé, j'ai trouvé ça bien, j'ai rencontré des gens absolument formidables, comme dans beaucoup de festivals de jeux. Et ben, ils ont été cool pour m'embarquer dans l'affaire. Et l'année d'après, j'étais bénévole et ça a un peu duré. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce que tu fais en tant que bénévole? Plein de choses. Alors, dans mon cas personnel, j'ai un peu circulé. J'ai commencé dans l'espace qui s'appelle les JDD, les Jeux de demain, donc l'espace prototype, ce qui avait un peu du sens puisque moi, juste avant, j'étais dans une asso qui s'appelait les Protoludiques, donc on organisait des soirées tests de proto tous les mois dans Paris. Et puis avec le temps, voilà, j'ai voulu voir autre chose. Donc, je suis passé sur la partie JAV, donc les jeux à volonté. Pour ceux qui connaissent Paris Ludique, c'est la grande tente au fond avec 600 boîtes de jeux et plein de bénévoles qui les expliquent. Mais ça, c'est voilà, le jour du festival à intenter. Mais après, il y a tellement de choses à faire d'un point de vue logistique, d'un point de vue installation, catering et tout ce qui va avec. Voilà. Paris Ludique, c'est un festival qui est 100% bénévole. Ce qui fait que, à part tout ce qui est cuisson et sécurité, quasiment tout est fait par des bénévoles. Et évidemment, bah, c'est ceux qui sont là qui font, quoi. Oui, donc cuisson et sécurité, ça veut dire que on les paye pour faire ça, mais sinon, tout le reste, c'est que des bénévoles. Ouais. Ok. Et du coup, maintenant que tu es bénévole, enfin, tu es toujours bénévole Paris Ludique, est-ce que bah, du coup, tu mets en avant ton magasin ou pas du tout? Tu es toujours. Alors, c'était très clair mon entretien d'embauche avec ce qui est actuellement mon chef, c'est que le week-end de Paris Ludique, j'ai le t-shirt orange et la casquette de Paris Ludique. Voilà, ce week-end-là, je suis Paris Ludique. C'est arrivé que la boutique ait un stand sur le festival, mais dans ces cas-là, c'est pas moi qui m'en occupe parce que j'ai bien d'autres choses à faire pendant le week-end de Paris Ludique. Mais évidemment, le reste du temps, par contre, voilà, j'essaie que les relations soient au mieux entre la boutique et le festival et les festivaliers. Mon but en tant que bénévole, c'est que les gens qui soient à Paris Ludique, qu'ils passent un bon moment et qu'ils jouent à des jeux cool et que ça leur plaise. Voilà. Ouais, d'accord, ok. C'est un peu, je pense, le but de tous les bénévoles de Paris Ludique, c'est que les gens qui rentrent dans le festival, ils soient contents d'y être. Qu'ils soient pros, qu'ils soient visiteurs, qu'ils soient autres bénévoles, puis même voilà, les professionnels autour de ça. Et l'intérêt, c'est que tout le monde passe un week-end sympa. Moi, j'aimais bien un des premiers motos, des premiers slogans de Paris Ludique, c'était un week-end en mieux. Et l'idée derrière Paris Ludique, c'était d'organiser un week-end entre copains. Et c'est toujours un week-end entre copains à 20 000, mais c'est quand même un week-end entre copains. Avec une sacrée organisation. Sur l'espace JRV, en l'occurrence, on a 600 jeux, ça prend un peu plus qu'une petite table. Et on a une grande tente avec plein de petites tables. Mais oui, l'idée, c'est quand même le rapport humain qui est le plus intéressant dans le jeu. Évidemment, au-delà de gagner et perdre, ce qui n'est pas le principal, surtout en festival. L'idée, c'est vraiment voilà, de prendre quelqu'un par la main. Soit c'est quelqu'un qui a repéré un jeu et il nous dit, je veux jouer à ça, il ne connaît pas les règles. Et ça, voilà, on prend un peu de temps pour lui expliquer, c'est très cool. Soit c'est quelqu'un qui ne sait pas à quoi il veut jouer et on va l'amener vers un jeu en général qu'on aime bien, qui va lui convenir à lui. Et voilà, il y a pas sensation plus cool sur un festival de jeux que quelqu'un qui finit la partie, qui vient te voir et qui te dit ah ouais, c'était super, franchement, j'ai kiffé quoi. Paris-Lédic, pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est une espèce de grand village de tentes. L'organisation de Paris-Lédic gère tout un tas d'espaces. Donc, j'ai parlé de l'espace JAV qui est là un espace purement de démonstration de jeux qui sont dans la bibliothèque de Paris-Lédic qui s'est construite au fil du temps. Il y a plein d'éditeurs, quasiment tous, qui viennent voilà, qui prennent un espace plus ou moins grand en fonction de leur taille, de leurs moyens, etc. Ils y présentent en général leurs nouveautés. Donc voilà, là aussi, il y a des tables, des chaises et des gens pour jouer. Et il y a aussi des boutiques qui sont là pour vendre. C'est des espaces un peu séparés. Et Paris Ludique organise, voilà, au-delà de l'espace JV, organise aussi plein d'autres espaces. Il y a un espace tournoi, donc voilà, où il y a des tournois qui sont organisés tout au long du week-end, là un peu plus compétitifs. Il y a un espace jeu de demain, je l'ai dit, pour les protos. Donc voilà, il y a un concours de protos. Les gens vont essayer les différents protos, puis voter pour ceux qui préfèrent pour décerner le prix de Paris Ludique. Il y a deux prix, le prix famille et le prix expert. Il y a un espace jeu de rôle, il y a un espace jeu de figurines, où c'est un peu pareil des espaces de démonstration. Il y a un espace jeu d'histoire. Il y a le ring, qui est un espace d'animation un peu particulier. Si vous ne connaissez pas Paris Ludique et que vous y allez pour la première fois, commencez par aller au ring. Vous y serez très bien accueillis, vous allez voir, c'est assez marrant.
Il y a un fil rouge. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont organisées par les bénévoles et organisations de Paris Ludique. Et puis, il y a plein d'autres choses qui sont organisées par les exposants qui viennent assez nombreux. Plein de choses à faire, plein de tables. Et ce qui est super chouette dans Paris Ludique, parmi tous les festivals qui sont tous super chouettes, celui-là, en plus, un des enjeux qu'on a, c'est d'avoir un maximum de tables et un maximum de chaises pour que les gens jouent au maximum. Et ça fait très longtemps qu'on parle de faire des nocturnes. Au vu de l'état dans lequel les bénévoles sont le dimanche soir, c'est pas raisonnable. S'il y a des gens qui veulent jouer la nuit, il n'y a pas de problème. Il y a plein de bars à jeux dans Paris, surtout qu'ils y foncent. Ça, c'est une question de personne. Il y a des gens qui considèrent que c'est beaucoup plus fatigant de ne pas jouer que de jouer. Ah oui, d'accord. Oui, chacun a sa perspective. Ouais, c'est pas mal comme perspective. Est-ce que, il y a la possibilité, d'acheter les tickets ou pas encore? Possibilité d'acheter les tickets, elle est sur l'affiche. Il y a un QR code sur l'affiche. Normalement, l'affiche est en train d'être diffusée. Donc, si vous allez sur les différents lieux, ludothèques, boutiques, bibliothèques parisiennes et un peu au-delà, vous allez sûrement la trouver. Ça va être également sur le site web. Tout ça est en ligne. Je ne sais pas exactement quand c'est diffusé et c'est quand ça sera publié, mais c'est une question d'heures ou de jours. Probablement que quand vous voyez cette vidéo, c'est déjà en ligne. Et c'est le samedi 1er juillet, le dimanche 2 juillet 2 juillet. 2023. J'ai pas vu le prix, alors je m'étais dit peut-être c'est quand on s'inscrit qu'on le voit ou peut-être qu'il n'y a pas encore de prix. Alors, le prix n'était pas officiel jusqu'à hier soir. Je ne sais pas s'il est encore complètement officiel. En tout cas, il a été voilà, dévoilé aux bénévoles tant qu'il est fixé. OK, Je vais me faire taper sur les doigts s'il n'est pas officiel, tant pis. Il est fixé à OK. 8 euros comme l'an dernier. On essaye autant que faire se peut de rendre le festival le plus accessible aux gens parce qu'effectivement, un de nos enjeux, évidemment, bah, les geeks du jeu de société, les accros, ils font les gros festivals que sont voilà, Cannes, le Flip, Paris Ludique et d'autres. Nous, on veut évidemment parler à ces gens-là parce que voilà, c'est important, ils font partie de la communauté et puis voilà, on veut qu'il y ait des belles choses, donc on veut qu'il y ait plein de gens, mais on veut aussi que les familles de Paris et du 12e en particulier, puisque c'est pas dans le 12e, aient aussi accès. Voilà, on est très content d'avoir des gros gamers qui connaissent 80% des jeux qui sortent. On est aussi super content d'avoir la grand-mère et ses deux petits-enfants qui passaient dans le bois de Vincennes et qui ont vu une animation, qui ont passé la tête et qui ont dit, ah bah oui, tiens, si on passait l'après-midi là. Le prix est souvent un problème pour les gens qui ne sont pas forcément joueurs et qui ne savent pas à quel point c'est chouette de passer l'après-midi à jouer à des jeux de société. Donc on essaie de garder des prix le plus bas possible pour ces gens-là aussi. Non, c'est un prix pour le week-end parce que Ah justement, on veut ouais, que la grand-mère, si elle a bien aimé ça le samedi après-midi, elle puisse revenir le dimanche après-midi. Alors, il y a de belles différences avec Cannes. Le Festival de Cannes est un festival que j'adore, mais effectivement, en termes d'ambiance, le fait que ce soit en extérieur, ça change évidemment tout. Alors, évidemment, ça change aussi tout s'il y a du vent et qu'il pleut. Mais ça fait partie voilà, des risques du métier et c'est aussi un petit peu voilà, le plaisir de jouer à la loterie. Quand on a une très belle année, ben, on est super content. Quand il pleut, on est quand même super content, mais il pleut. Et effectivement, il y a un côté forcément plus détendu du plein air. Voilà, et aussi effectivement le côté qu'on cherche d'avoir les familles du 12e et de Paris qu'aujourd'hui, il n'y a plus à Cannes. Voilà, Cannes, c'est devenu un festival qui est extrêmement tourné vers les experts du jeu de société parce qu'il faut faire la queue pour y rentrer, parce que c'est compliqué et que du coup, les gens qui sont pas joueurs font pas cet effort-là parce qu'ils savent pas à quel point c'est. et du coup, tu participes à plusieurs, festivals toi, avec ta boutique ou pas forcément? Oui, on participe à plusieurs festivals, sur le coup avec la boutique. Moi, à titre perso, je fais plein de festivals parce que j'aime ça. Mais la boutique aussi, voilà, on essaye d'avoir des stands dans plusieurs festivals. On a quelqu'un qui s'occupe de ça. Juste après Paris Ludique, d'ailleurs, on sera à la Japan Expo, qui n'est pas un festival de jeux de société, comme chacun sait, mais sur lequel voilà, on développe la partie jeux de société. Et donc, on essaie de faire agrandir d'un an sur l'autre un peu l'espace avec des tables en démo, avec des tournois aussi, évidemment avec la boutique. Et même, si tout va bien, les vainqueurs du concours de prototypes de Paris Ludique seront en démonstration à la Japan Expo. Alors moi, à titre perso, je suis sur la partie JAV, donc vraiment à montrer des jeux aux gens. JAV, je rappelle, c'est jeux à volonté, donc voilà, un Et espace avec 600 jeux, plein de tables.
Mais il y a plein de bénévoles super sympas sur plein d'autres stands. Voilà, si t'as croisé Sylvain il n'y a pas longtemps, Sylvain Saferreur, il est aux figurines. Mm. Et ils font ça très très bien. Ma compagne est au jeu de demain, ils feront ça extrêmement bien. Et puis partout, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer, toi, en tant que bénévole, parce que tu as quand même des expériences des années passées, euh, ben, comment ça se passe, comment tu te sens, parce que je sais qu'il y a 3 jours à l'avance où vous préparez un peu tout, donc à savoir ouais, comment ça se passe. Alors, il y a un noyau dur de bénévoles qui prépare un peu tout, même très très longtemps à l'avance. Grosso modo, je pense que le 4 juillet, on commencera à se poser la question pour le pari ludique suivant. Enfin, peut-être le 5 parce que le 4, ça va dormir un peu. Mais effectivement, au fur et à mesure qu'on s'approche de la date, évidemment, ça mobilise de plus en plus de gens. Et c'est cool parce qu'il y a plein de gens super sympas qui ont envie d'aider et qui le font. Et c'est extrêmement appréciable. Au plus on s'approche de la date et au plus on se rapproche du terrain aussi, puisque voilà, on aura le terrain une petite semaine avant. Donc, on commencera à mettre en place. Alors, au départ, la pelouse de riz, il n'a de pelouse que le nom. C'est un espèce de grand champ de béton avec des allées en terre qui est complètement nu. Et puis, petit à petit, on y voit arriver des tentes, on y voit arriver des grands tas de tables, des grands tas de chaises, on y voit arriver des toilettes mobiles. Et puis, tout ça se met en place petit à petit. Voilà, il faut gérer les camions qui arrivent, les camions qui partent, la distribution des espaces, la distribution des t-shirts. Enfin bref, plein de choses pour que voilà, le samedi matin, quand il y a les premiers visiteurs qui arrivent, tout soit en place, les endroits soient plus ou moins prêts, les espaces soient accueillants et que les gens soient contents d'être là. Et je pense que bah, du coup, il y a un espace quand même dédié pour la nourriture ou pas du tout? Oui, oui, il y a des stands sur le coup. Sur le coup, effectivement, ça fait partie des espaces qui sont gérés par des professionnels. Donc, effectivement, il y a voilà, un espace avec un grand, je dirais un grand stand, je crois même qu'il y en a deux, où il y a sandwich, frites, toutes ces choses-là, et boissons évidemment, plus un espace avec des tables. Parce que c'est un truc sur lequel on se bat très fort avec les Ouais. gens. C'est un truc sur lequel on est hyper désagréable avec les gens, c'est que on mange pas sur les tables de jeu, on boit pas sur les tables de jeu. Je pense que ça parlait aux gens qui sont des vrais joueurs, mais c'est pas toujours évident pour les autres. Quand c'est l'heure de midi et que plein de gens ont besoin de s'asseoir pour manger leurs frites et qu'il y a des tables de jeu qui sont libres parce que les gens sont en train de manger, il y a une petite bagarre avec les gens. Ça se passe en général assez bien, ils comprennent. Pour pas abîmer les boîtes de jeu et qu'on puisse les préserver, quoi. Exactement. Parce qu'on aime bien le colonel Moutarde, mais on n'aime pas la moutarde dans les jeux. Voilà, c'est une belle image. Ok, super. Ah oui, les jeux de plein air, je pense qu'il doit y avoir aussi un espace dédié à ça. Alors, du coup, par construction, tous les jeux de périodique sont des jeux de plein air, puisqu'on est forcément en plein air. Et effectivement, parmi les animations proposées, l'espace jeu géant, que j'ai oublié vraiment vouloir, mais tant pis. Où effectivement, là, on va plutôt attaquer des jeux surdimensionnés, donc qui sont des jeux classiques surdimensionnés. Et puis, il y a la partie jeu délire, où là, voilà, il y a des espèces d'inventions. En général, voilà, on a un quota de fous dans Paris Ludique, on les met dans cette équipe-là, ça se passe très bien, on organise des trucs un peu n'importe quoi, extrêmement drôles. Par exemple, ils peuvent organiser des hippogloutons à taille humaine. C'est-à-dire que voilà, on a des planches à roulettes, ça se joue par équipe de trois, on lâche des balles de piscine à balles au milieu, et donc il y en a un qui se couche sur la planche à roulettes, un qui le tient par les pieds pour qu'il puisse ramasser avec une caisse les balles de la piscine à balles et les ramener dans son camp, ou un troisième joueur va récupérer les balles et les mettre dans un carton. Et c'est celui qui ramène le plus de balles, évidemment, comme dans tout hippoglouton qui se respecte, qui a gagné la partie. Ok, excellent. Et voilà, il y a aussi plein d'autres choses comme le Molki par exemple, puisque l'asso initialement qu'a fondé Barulidic était aussi une asso de joueurs de Molki. Donc c'est resté. Et puis plein d'autres choses que j'oublie certainement parce qu'il y a de quoi faire pour plusieurs vies dans un week-end à Paris ludique, donc on ne peut pas tout faire et c'est bien heureux comme ça. Le mieux, c'est d'y aller et puis comme ça, on a son propre C'est avis. ça. Le mieux, c'est de se cloner plein de fois, d'y aller et de se raconter après. Parce que donc si on est en tant que visiteur, donc on peut aller sur le site et puis commander bah, les billets pour pouvoir y aller. Et Tout à si fait. on peut être bénévole au sein de PEL, bah pareil, il y a juste à contacter, aller sur le site et dire j'aimerais bien être bénévole, si possible là-dedans, ou alors ça se trouve il n'y a pas de précision, mais Alors oui, oui, c'est exactement comme ça que ça se passe. Pour être bénévole pour 2023, le mieux, c'est de prendre une machine à remonter le temps et de revenir il y a une semaine parce qu'effectivement, on a un peu fixé la deadline, il me semble, au 1er juin.
Si quelqu'un est vraiment sympa et vraiment motivé, on va se débrouiller pour faire une petite place. Et du coup, vous êtes combien de bénévoles en tout? Je crois qu'on a passé les 220 là à la dernière réunion qui était hier. Après, comme je disais, voilà, si on est 220, on peut être 222, hein. Oui. S'il y a des gens qui regardent et qui sont motivés pour venir mettre un t-shirt orange et filer un coup de main, il y a toujours de la place. Et pour accueillir 20 000 personnes. Et pour accueillir 20 000 personnes. Après, alors l'accueil des gens, pour rentrer un peu dans le détail, alors évidemment, il y a une équipe qui est très importante, qui est l'équipe d'accueil, qui s'assure que les gens ont un bracelet, ont payé, que seuls les gens qui peuvent rentrer rentrent. Eux, ils accueillent les 20 000 personnes. Et après, il y a plein d'équipes d'animation qui vont accueillir une partie de ces 20 000 personnes parce qu'au-delà des bénévoles, il y a aussi tous les gens qui ont des stands à Paris Ludique, tous les éditeurs, tous les distributeurs, tous les auteurs et plein d'autres gens, les associations qui vont chacune recevoir voilà, une partie des gens et qui vont assurer l'animation de 20 000 personnes au total. Mm. Ce qui fait une très, très, très grosse équipe et une très grosse famille. Exactement. Et après que le festival soit fini, on remballe tout, on range tout, donc ça prend encore du temps après, quoi. Ça prend une bonne partie du lundi, oui. En plus, Ouais. ça tombe bien, on est en pleine forme puisqu'on vient de passer 4 jours à monter et à faire Paris Ludique. Du coup, effectivement, il faut ranger les tables, les chaises, les tentes, les différentes affiches, tout ce qui va avec. Il faut faire l'inventaire de tout ça pour qu'on sache exactement ce qu'il y a dans les caves et partout. Et effectivement, en général, l'inventaire est assez problématique parce que voilà, les méthodes à employer sont bien connues, mais quand on arrive un lundi après 4 ou 5 jours à haute intensité, il peut arriver que les méthodes ne soient pas complètement respectées, mais on s'en sort toujours. Ok, bah c'est bien si vous mettez une journée à tout ranger, sachant que vous mettez une semaine avant à tout installer, donc vous êtes quand même gagnant. Ah bah, c'est toujours plus facile de ranger que de sortir, hein, ne serait-ce que pour tracer le plan de Paris Ludique. Déjà, ça prend du temps, en fait. C'est quasiment une journée de boulot juste pour voilà, tirer des droites et mettre des coups de craie par terre pour dire que voilà, telle tente elle sera là, telle tente elle sera ici. Et rien que le fait voilà, d'adapter le plan technique à la réalité du terrain et pas voilà, trop déformer les choses, déjà ça c'est un degré de complexité qu'on n'a pas du tout quand on démonte, parce que quand on monte, voilà, les choses elles retournent dans les cartons et puis c'est terminé. Mm. Et du coup, souvent, vous reprenez quand même souvent le même plan ou des fois ça change carrément? Alors, on rêverait de prendre toujours le même plan. Vraiment, c'est un truc, je suis sûr que les gens qui s'occupent du plan et qui regardent seraient absolument ravis que je leur dise, mais bien sûr, l'an prochain, il y aura le même plan que cette année. Sauf que, voilà, il y a des éditeurs qui grossissent, des éditeurs qui maigrissent, il y a des nouveaux éditeurs qui arrivent, des anciens éditeurs qui repartent, des nouvelles assos, des nouveaux jeux, voilà, et évidemment, faut tenir ça en compte. Plus ceux qui préféraient être ici plutôt que là et machin. Bref, c'est un nouveau casse-tête à chaque fois. Ouais, donc vous adaptez en fonction de la situation, quoi. Clairement, il y a un jeu de taquin de Rubik's Cube en 2 dimensions, mais à 3 C'est millions de un paramètres. Tetris. Ouais, ok. Bah Je après, pense assez marrant à faire. Sur le coup, je m'en suis jamais occupé, mais je vois les gens qui transpirent à le faire et franchement, je les envie pas. bah après, d'un côté, c'est bien parce que c'est ça qui amène aussi une nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de routine, puisqu'à chaque fois, il y a Ah, mais il y a le stand là cette année, donc C'est ça. Et puis aussi. lui, il vient plus. Et puis finalement, lui, il vient, mais il veut 2 fois la taille de l'année d'avant. Puis lui, il veut finalement 2 tables de moins. Et puis voilà, ça fait une espèce de grand globi-boulga et il faut en tirer un point cohérent. Pour donner un exemple concret, cette année, il y a Ravensburger qui sort un jeu de cartes collectionné qui s'appelle Lorcana. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, ça fait un buzz énorme un peu partout. Et ils ont la gentillesse de le présenter à Paris Ludique en premier, ce Waouh! qui est super cool. Mais ce qui veut dire qu'ils vont avoir besoin d'un certain espace relativement grand, qui est nouveau, qui n'existait pas les années précédentes, avec en plus probablement une file d'attente un peu conséquente parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de jouer à ce jeu-là. Et donc, on suppose qu'il y aura une belle file d'attente. Du coup, il faut organiser ça, trouver cet espace-là qui est assez grand avec une file d'attente. Et voilà, toute une nouvelle contrainte qui n'existait absolument pas les années précédentes et qui nous arrive cette année, par exemple. Ouais, ouais, c'est des beaux problèmes qui arrivent. Bien sûr. Mais je suis pas sûr que ceux qui ont fait le plan, au moment où ils le faisaient, étaient complètement d'accord avec cette phrase. Pardon. C'est vrai qu'on voit pas ça
derrière Paris et ludique, en fait. On pense pas que ça a pris du temps, qu'il faut tout marquer, etc. C'est vrai que moi, je m'étais dit, bah, à mon avis, ils doivent reprendre comme avant. Mais effectivement, on pense pas que les éditeurs vont grossir, d'autres vont partir, etc. Et donc, ça fait que des changements. Mais d'un côté, c'est ça qui amène la nouveauté et que les gens, ils ont envie de revenir pour voir ce qui se passe, quoi. Et c'est le monde du jeu, enfin, je l'apprends à personne, hein, c'est un monde qui est toujours tiré par les nouveautés. Clairement, il y a des tonnes et des tonnes de nouveaux jeux et les gens ont envie d'avoir des nouveaux jeux parce qu'on a toujours envie de découvrir un peu plus, un peu mieux, un peu différent. Et donc, évidemment, ben, c'est ça qui tire tout le monde. Et au niveau des étrangers, est-ce qu'il y a des autres personnes qui viennent d'autres pays ou pas forcément? Alors, des personnes qui viennent d'autres pays, il y en a, des auteurs, des éditeurs. Voilà. C'est pas complètement impossible. Maintenant, en ce qui concerne le public est quand même à 99% francophone. Donc, voilà, sur les 20 000 personnes, il y a au moins 19 000 Français. Ok. Bah après, c'est bien parce que je pense pas qu'avant, il y avait autant de monde et autant de festivals pour les Français. Et je crois que c'était, je sais plus c'est qui me l'avait dit, que en France, on a la chance d'avoir énormément de festivals, alors qu'en Allemagne, ils en ont, mais maintenant, je crois qu'ils en ont moins que nous. Alors ça, j'avoue que j'ai pas la stat, donc je vais pas pouvoir répondre à cette question. Maintenant, en Allemagne, ils ont Essen, qui est un très très gros festival, probablement le plus grand d'Europe, je pense. Après, c'est vrai qu'il y a un réseau assez dense de festivals en France. Quasiment chaque ville a son festival, et même parfois plusieurs. C'est aussi lié au fait que l'activité même de jeux de société, c'est une activité sociale, comme son nom l'indique, et donc les gens, ils ont envie de le faire ensemble. La chance d'avoir un gros maillage d'associations et de ludothèques, et qu'il y a des gens qui ont envie de faire des trucs autour du jeu de société. Avec tout ce que tu fais, parce que tu es quand même bénévole, tu travailles à ta boutique. Comment ça se passe? Est-ce que tu as quand même le temps de jouer à côté avec ta famille ou tes amis? Ouais, oui, bah évidemment, sinon ça sert à rien. Je serais infiniment trop frustré de voir toutes ces boîtes fermées si j'avais pas le temps à côté de jouer. Comme tout le monde, je joue pas autant que je voudrais, et que 24 heures par jour. J'ai la chance d'avoir une famille qui joue, donc ça c'est quand même pas mal d'avoir des joueurs à la maison. J'ai aussi pas mal de groupes d'amis avec qui on joue, donc là aussi on peut diversifier un peu. Donc ouais, je joue quand même un maximum. Quel est ton type de jeu ou ton jeu du moment? Mon type de jeu, en règle générale, moi je suis un pousseur de cubes en bois. Je suis plutôt dans les jeux de stratégie sans trop de hasard. Si c'est ce que je dois aimer avant toute chose, voilà. Je suis un fan des jeux de Vladas Vati, je suis un fan d'Agricola, de Puerto Rico, de toute cette série de jeux-là. Maintenant, mon jeu du moment, ça va probablement pas être dans cette série-là. Il y a pas longtemps, je suis parti en vacances, j'ai amené une boîte de Ricochet, qui est un jeu idéal pour amener en vacances parce que la boîte est pas si grosse. On a fait à peu près la moitié des scénarios pendant une semaine de vacances. Ça se passe hyper bien. Ça se sort n'importe comment, à l'apéro, en soirée. C'est le jeu probablement auquel j'ai le plus joué au mois de mai. Je repense à un autre jeu du moment parce que je ne fais jamais une seule réponse. Et le gros jeu du moment aussi auquel je joue énormément et auquel j'ai converti à peu près tout le monde chez Parquet, c'est Mindbug, jeu de joueurs d'affrontement. Ben, évidemment, pour les joueurs de TCG, jeu de cartes à collectionner, c'est le jeu parfait parce que c'est les sensations d'un jeu de cartes à collectionner d'affrontement avec des parties hyper dynamiques en 15 minutes, une réflexion sur le contrôle du board qui est tout à fait dans l'esprit des TCG, mais sans avoir à construire son deck et sans avoir à s'impliquer dans une méta, à réfléchir trop longtemps dans ce qu'est l'univers global d'un jeu en particulier. Les cartes sont là, il n'y a qu'à les jouer. Je pense que c'est un excellent pont entre voilà, TCG et jeu plus traditionnel de plateau. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment vous avez réussi à les surmonter? Les difficultés sont forcément extrêmement diverses. Synthétiser, je pense que le plus difficile dans tout ça, c'est l'humain, comme toujours. C'est le plus exaltant, évidemment, parce que bah, c'est hyper cool. Voilà, l'équipe de Paris Ludique, c'est une équipe extrêmement soudée. C'est des gens qui sont extrêmement bienveillants et qui ont toujours envie de filer un coup de main à tout le monde. Et une des choses qu'on fait voilà, quand on recrute les gens, c'est de s'assurer que quand on leur demande quelque chose, leur réponse en priorité, c'est oui. La réponse à quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un, là, j'ai besoin de quelqu'un pour porter 3 tonnes de jeu, sa réponse va être oui. Et c'est super agréable. L'autre facette de ça, c'est que quand on travaille avec l'humain et qu'on est dans une situation de tension où il y a un festival qui ouvre, où il y a des gens, il y a du public, il y a des professionnels qui sont là pour gagner leur vie, il y a des temps limités, il y a des efforts à faire, et ben forcément, des fois, le niveau de tension monte un peu, les soupapes se mettent à siffler un peu fort, et finalement, le plus difficile, c'est de gérer le stress de tout le monde et parfois d'ailleurs son propre stress. S'assurer que voilà, on reste dans ce côté extrêmement bienveillant et agréable envers tout le monde, on laisse personne au bord du chemin et qu'on fait craquer personne. Parce que l'inconvénient quand quelqu'un dit toujours oui, c'est que même quand il arrive à porter ses 300 kilos de boîte de jeu et qu'on lui dit allez, juste une de plus,
il va dire oui, et puis au bout d'un moment, il va se casser le dos. Donc voilà, l'enjeu, c'est que on doit répartir la charge mentale, physique, physiologique, le sommeil, et puis toutes les contraintes qu'on peut avoir avec des humains qui sont forcément faillibles, bien dans une situation de tension. Après, tu ressors avec une grosse expérience, quoi. Tu te dis, bah, j'ai vécu ça, quoi. Ouais, 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 carrément. Et puis, quand on donne les chiffres à la fin et qu'on nous dit, voilà, il y a 20 000 personnes qui sont passées par là, c'est quand même un peu exaltant, ouais. Même quand on n'a que 10%, hein, c'est déjà beaucoup. Comment tu as fait pour devenir responsable au sein du magasin que tu as? Et ben, sur le coup, effectivement, j'avais ma carrière professionnelle à moi dans un domaine extrêmement différent. J'avais plein d'activités à côté, notamment Paris Ludique, puisque c'est de ça surtout dont on parle ce soir, effectivement d'autres associations dont je fais partie, des relations avec des auteurs, des éditeurs, pas mal d'animations sur des festivals aussi déjà. Mon patron a publié une annonce qui m'est arrivée par deux personnes différentes, qui m'ont toutes les deux dit, bah, ça a l'air cool, tu devrais regarder. J'ai trouvé que ça avait l'air cool. Du coup, j'y suis allé. Effectivement, qui a, je pense, motivé mon employeur à me choisir. C'est effectivement pas forcément mes compétences a priori, puisque voilà, je n'avais pas démontré des compétences d'un point de vue professionnel, mais plutôt effectivement le fait que j'étais impliqué dans la communauté, que je faisais partie d'un certain nombre d'associations et tout ça. Donc, que voilà, a priori, j'avais à la fois un réseau de gens qui me connaissaient et à qui je pouvais faire confiance, et le fait que voilà, je n'allais pas le lâcher au bout de 2 minutes parce que c'est un truc qui me colle au corps depuis des dizaines d'années. Un fond de connaissance de jeu qui est pas mal. Tu es arrivé dans la boutique directement en tant que responsable. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant que responsable? Plein tous les jours. Un des grands trucs, c'est à la fois une chance et une difficulté, c'est que je suis arrivé dans une société, dans une boutique qui existait déjà et qui est déjà assez forte. Parkett, c'est une société qui existe depuis plus de 20 ans, qui a un passif fort, très marqué dans les jeux de cartes à collectionner. Donc, quelque part, il a fallu mettre un petit coup, voilà, pour dire, OK, il n'y a pas de problème, on fait des jeux de cartes à collectionner, on continue à en faire, on est toujours très fort dedans, c'est toujours une belle partie de notre activité, mais aussi on fait d'autres types de jeux et on a envie de le développer et on a envie de le faire bien. Donc voilà, on fait du Magic, on fait du Yu-Gi-Oh, on fait du Pokémon, il n'y a pas de problème et on continue à en faire et on fait du One Piece et, ben, et demain du Lorcana et encore plein d'autres choses à l'avenir. Ça prend du temps, que dans l'esprit des gens, on se dise, ah oui, ils font pas juste des jeux de cartes, ils font aussi plein d'autres choses. Et Ok. voilà, toute la partie communication, ce qui est en plus pas du tout mon métier, moi, effectivement, j'étais plutôt dans un des métiers très opérationnels. Donc voilà, m'assurer qu'il y ait des stocks et que ça se passe bien et que ça arrive à temps et que ça porte à temps et tout ça, je savais bien faire. La partie communication, c'est pas du tout mon métier, pas du tout mes compétences de base. Quels sont les conseils que tu donnerais pour les bénévoles au sein de l'événement? Les conseils que je donne aux bénévoles au sein de Paris Ludique, comme d'ailleurs aux bénévoles de partout ailleurs, c'est de faire ce qui leur plaît, de s'engager vraiment dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme ça qu'on apprend, en fait. Et effectivement, on disait tout à l'heure, hein, c'est l'intensité de l'engagement qu'on y met qui fait qu'on apprend des trucs, qu'on y vit des trucs exceptionnels. Voilà, même si c'est ramasser des poubelles le dimanche soir et les mettre à disposition des éboueurs, et ben, effectivement, ce qui serait un peu pénible si on le faisait tous les jours, tout seul dans son coin, qu'on est 220, qu'on s'entend bien, qu'on rigole en même temps qu'on le fait, évidemment qu'on partage une passion commune, eh ben, c'est tout de suite autre chose. Voilà, il faut pas avoir de frein sur le fait qu'on va faire plein de choses et des choses qu'on ne sait pas forcément faire. C'est justement, voilà, on est là pour les apprendre tous ensemble, pas avoir peur d'appeler à l'aide, évidemment. Parce que là, quand on est bénévole, eh bien, on n'a pas obligation de savoir faire les choses. Donc voilà, on apprend ensemble. Garder évidemment la bienveillance envers tout le monde, kiffer parce que c'est en kiffant qu'on fait des choses bien. Quelle est la définition que tu donnerais du mot joueur? Voilà une question qui est excellente. Dictionnaire juste derrière moi, peut-être je peux tricher un peu. Alors, joueur, si on parle dans le contexte voilà, du jeu de société, puisque c'est celui de cette chaîne, forcément, c'est un participant à une expérience ludique. Voilà, c'est l'idée de respecter ensemble un corpus de règles, de participer à une expérience ensemble, qu'elle soit compétitive ou coopérative ou semi-coopérative, que ce soit d'ailleurs seul ou à plusieurs. Mais l'idée, effectivement, c'est de se plier à un ensemble de règles et de participer à un moment. Après, ce qui est super avec le mot joueur, c'est pour ça que c'est particulièrement malin de poser cette question, c'est qu'elle s'applique à plein d'autres choses, parce qu'on peut jouer à des jeux, évidemment, mais on peut aussi jouer à de la musique, on peut aussi jouer de plein de choses. Et d'ailleurs, même en anglais, player, c'est aussi quelqu'un qui joue avec les autres gens. Donc, ouais, plein de choses à faire. Dans le contexte de ludique, c'est effectivement quelqu'un qui participe à cette espèce d'expérience qui est prédéfinie par le corpus de règles qui est le jeu.
Je lis beaucoup, beaucoup de règles de jeu. Je sais que je fais partie des extraterrestres là-dessus parce qu'il y a plein, plein, plein de gens qui préfèrent se faire expliquer les jeux. Et je les comprends parfaitement, c'est extrêmement confortable. Maintenant, j'avoue que je fais partie de ces vicieux qui ont ce plaisir un peu spécial de découvrir un jeu par la lecture de règles. Ceux qui n'ont jamais lu des règles de Battle surtout plongez dedans, même sur des jeux que vous connaissez déjà, n'hésitez pas, c'est une expérience très particulière. Ah oui, d'accord, tu découvres des choses en lisant les règles. Ouais. Ben, je pensais que tu lisais les règles, c'est pour connaître vraiment le jeu jusqu'au détail près, ce qui fait que quand quelqu'un va te poser une question, tu vas pouvoir y répondre. Régulièrement, je ne lis pas toutes les règles des jeux quand j'explique le jeu, mais je vais revoir les règles dès que quelqu'un me pose une question, dès que j'ai un doute. À titre professionnel, pas le fond du détail des règles. Voilà, c'est pas mon métier de rentrer dans le détail. Voilà, quand on parle de jeu à des gens, on va plutôt les pitcher, donc leur faire des présentations assez rapides. Voilà, on essaye d'éviter de perdre les gens. Au sein de Paris Ludique, je m'occupe, je suis dans l'équipe des jeux à volonté, donc qu'on leur explique les règles et plutôt les bonnes règles telles qu'elles sont écrites. Donc, on essaye d'avoir un petit peu le détail des règles en tête. Puis, moi, à titre perso, quand je joue, je suis plutôt de ceux, comme je disais, qui aiment bien lire les règles, donc qui ont tendance à les expliquer derrière. Même si parfois, j'ai des groupes d'amis qui vont entendre ça et qui vont hurler en disant tu te plantes toujours. Ça fait partie du jeu d'être celui qui porte la charge d'expliquer le jeu, ben, c'est celui qui fait les erreurs, forcément. Voilà, la règle, effectivement, il y a le détail de la règle et de la façon de jouer, et de la bonne façon de jouer, et ça, c'est l'aspect un peu technique de la règle. Mais il y a des auteurs de jeux qui mettent autre chose dans les règles qui font vraiment une œuvre d'auteur, au-delà d'auteur de jeu, qui font une règle d'écriture, qui font une œuvre d'écriture, et c'est super chouette. Il y a des auteurs qui se débrouillent pour bien nous attraper par la main et nous accompagner dans la compréhension. Et est-ce que toi, tu as déjà pensé à être créateur, à créer un jeu de société ou pas du tout? Tu m'aurais posé la question il y a 6 mois, je t'aurais dit, il est hors de question, jamais je ferai un jeu de société. Et il y en a vraiment beaucoup. J'ai pas forcément l'envie ou l'idée de rajouter un jeu de plus à la pile de tous les jeux qui sortent. J'étais plutôt dans une posture d'aller aider des gens qui font des jeux en leur donnant des conseils, en essayant de, voilà, améliorer un détail par-ci, par-là, donner des indications. Et puis, il se trouve qu'il y a un jour un jeu qui m'est tombé dessus comme ça sur la tête et que là, au moment où on parle, j'ai écrit à peu près la moitié des règles et que j'ai la soirée là qui m'annonce pour écrire l'autre moitié. Waouh! Et du coup, ben, tu penses aller dans les prototypes, etc., quoi, par la suite? Il a déjà été un peu testé quand même voire pas mal testé. J'ai préféré avoir cette démarche-là de dire voilà, d'abord j'y joue, d'abord j'y fais jouer, j'essaye, on voit ce qui marche pas. Normalement, quand je me mets à écrire la règle, c'est qu'il est déjà plus ou moins finalisé. Mais des mecs qui gagnent leur vie avec le foot, il y en a beaucoup moins, et des millionnaires avec le foot, il y en a presque pas. Et c'est exactement le même principe, quoi. Voilà. Les gens se disent bah oui, il suffit de jouer au foot pour gagner des millions. Il suffit de créer un jeu pour gagner de l'argent. Dans la vraie vie, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. D'accord, ok. Bravo. Merci. C'est chouette. Bah, après, peut-être qu'en vrai, il est pas bon. Hein. Enfin, faut pas me dire bravo tout de suite, attends qu'on y ait joué. Hein. Ben, c'est déjà beau d'avoir créé un jeu et puis je pense que tu as dû tester avec ta famille et tes amis et du coup c'est quand même, enfin il est là l'intérêt, tu as réussi à créer quelque chose et à partager un moment ensemble et c'est toi qui l'as créé de A à Z. Donc tu as quand même, même si il n'arrive pas dans le commerce ou autre, voilà, tu as quand même ton propre jeu quoi. C'est vrai. Alors, il n'y a rien de plus courant que des gens qui ont leur propre jeu. C'est un truc, voilà, tout le monde a écrit un livre, tout le monde a écrit un jeu, tout le monde a un scénario de film. Enfin, voilà, c'est extrêmement incroyable d'ailleurs de voir à quel point les gens qui s'intéressent au jeu, et même d'ailleurs ceux qui parfois s'y intéressent pas, ont toujours l'idée de faire un jeu à eux. Ça fait partie des problèmes pour les gens qui pensent qu'il y a trop de jeux. Mais moi, je trouve ça assez formidable d'avoir voilà, une espèce de réservoir de créativité, de choses qui existent. Et tu l'as très bien dit, que le jeu aille ou pas plus loin, qu'il soit bon ou pas bon, c'est déjà super sympa d'avoir fait œuvre de créativité et d'avoir voilà, poussé quelque chose de personnel. Ben, du coup, ça va faire longtemps que tu joues et que tu te dis qu'il y a 6 mois, pas du tout, et maintenant, oui, et ça montre bien que tu as quand même une évolution parce que c'est au bout de 20 ans, 30 ans, des fois que l'idée va arriver ou que tu as envie de le faire, quoi. Oui, oui, tout à fait. Bon, après, gamin, je faisais comme tout le monde, je détournais les règles des jeux et avec des copains, on faisait avec un risque, on faisait un mélange de diplomatie et de risque pour faire un jeu un peu plus complexe que risque, mais plus simple que diplomatie. Bref, voilà, on avait quand même cette idée de, voilà, de détourner les jeux, de recréer, de malaxe et tout ça. Plus adulte, j'avais un peu, pas abandonné l'idée, mais pas eu envie de le faire parce qu'effectivement, il y a plein de trucs, il y a déjà plein de jeux à découvrir pour pas en rajouter un pour les autres. Et puis voilà, l'idée s'est imposée à moi et c'est comme ça. Mais c'est un investissement et en temps et en argent. Oui, en l'occurrence, beaucoup plus en temps qu'en argent parce que voilà, un prototype, ça peut se faire
avec pas grand-chose. Je vais avoir derrière moi une deckbox, trois impressions et un paquet de sleeves et on peut faire un jeu voilà, avec des cartes Magic pour ne pas les nommer, D'accord. qui valent pas grand-chose. Voilà, on peut faire quelque chose de bien. C'est un truc que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de PNJ, il n'y a pas de gens qui ont rien de particulier. Vraiment, quand on prend du temps pour écouter les gens, tout le monde a quelque chose à dire de particulier, tout le monde a un parcours de vie qui est exceptionnel. Et a fortiori dans ce monde du jeu de société où c'est quand même des gens qui sont par construction ouverts aux autres et prêts à discuter voilà, pour partager leur passion et avoir des choses à dire. Ben, qui je pourrais interviewer? Comme ça, me vient à l'esprit Cesare Menardi d'Italia, par exemple, si tu l'as pas déjà fait, qui est un mec absolument formidable. Maintenant, tu peux aller voir des gens comme Cyril de Matz, par exemple, qui a beaucoup de choses à dire dans le jeu et en dehors du jeu. Des mecs comme Yves Hirschfeld, ou Fabien Bleuz, qui sont, voilà, ou Antonin Bocara, qui sont des gens très particuliers. Cyril Blondel, qui est un mec absolument adorable. Ben, super, merci. Quels sont les conseils que tu donnerais aux joueurs? Exactement les mêmes conseils que je vais donner aux bénévoles ou dans tous les cas, c'est-à-dire prenez du plaisir à ce que vous faites. Voilà, si votre kiff c'est de faire des petits jeux d'ambiance ou des jeux simples, vous forcez pas à faire des gros jeux compliqués parce que c'est la mode, ou parce que voilà, il faut, parce que c'est plus intelligent, c'est cela. Prenez votre kiff là où il est et inversement, si votre kiff c'est de faire des gros jeux complexes qui prennent des heures, vous empêchez pas de passer des nuits blanches pour jouer parce que si c'est ça votre kiff, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ceux qui veulent jouer hyper compète, jouez hyper compète, si c'est ça qui vous amuse, foncez là-dedans. Ceux qui veulent jouer détendu et faire des rollbacks toutes les 5 minutes, voilà, trouvez les gens avec qui jouer. Voilà, c'est en prenant du plaisir qu'on fait des choses bien. La phrase que je dis le plus souvent en parlant de jeux de société, c'est que le plus important dans un jeu, c'est pas le jeu lui-même, c'est la table. Donc, trouvez des tables qui veulent jouer de la même façon et aux mêmes choses que vous. Trouvez des terrains d'entente avec la table que vous êtes à laquelle vous êtes en train de jouer, mais vraiment, ce qui est hyper important, c'est la table. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à l'événement Paris et ludique? Effectivement, c'est le 1er juillet, qu'on vous y attend tous, qu'on espère que vous y prendrez autant de plaisir que nous et que ça va bien se passer. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Merci d'avoir pris du temps, d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était super intéressant d'avoir ces échanges. On n'a pas forcément cette vision à chaque fois. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et au plaisir.